Hervé Morin, bonsoir et merci d'avoir accepté d'avancer l'horaire de notre rencontre puisque vous deviez participer au oui-non. Le roi passe d'avant. Le roi, non, mais le président de la République qui parle à l'ONU, oui. Écoutez, franchement, on ne ferait pas notre métier si on ne transmettait pas. Écoutez, on a le droit de sourire. LOL, comme disent les ados, d'accord. Alors, justement, parlons de cette intervention du président de la République dont on sait qu'il va notamment évoquer la situation au Mali. Là, c'est presque à l'ancien ministre de la Défense que je m'adresse. Organiser un soutien logistique à une intervention qui serait une intervention sous l'égide de l'organisation africaine, c'est une bonne démarche de la part de la France ? On a eu deux discours contradictoires. On a eu d'abord celui de Jean-Yves Le Drian disant que la France y participerait, puis dans un second temps celui de Laurent Fabius disant il n'y aura pas d'intervention au sol. Ce qu'il faut bien voir, c'est la double problématique. La première, c'est la protection de nos otages, qui sont dans les mains d'AQMI. Et la deuxième chose, c'est que c'est un espace gigantesque et immense. Et donc, très franchement, une intervention militaire dans un espace qui fait plusieurs fois la France, parce que ça ne s'arrête pas aux seules frontières du Mali, c'est une opération militaire qui est, disons-le très clairement, quasiment impossible. D'autant plus impossible que menée par des forces africaines ou avec l'appui de forces françaises, ça nécessiterait des moyens considérables que ni les Africains ni les Français n'ont. Donc nous soutenions une intervention militaire si les Africains la décident. Pourquoi pas ? Mais très franchement, avant que cette intervention militaire ne puisse aboutir à un succès, il se passera du temps. Beaucoup de spécialistes de cette région disent que c'est parmi les causes de cet état de fait de sécession en fait, du Mali, il y a les effets collatéraux et les effets pervers de l'intervention militaire en Libye. Non, absolument pas. AQMI existe depuis des années, se développe. Ça représentait, quand j'étais ministre, à peu près 500 terroristes extrêmement mobiles, capables d'intervenir d'un endroit à l'autre de cet immense espace, regroupés par petites bandes capables d'agir rapidement et de se retirer dans des zones montagneuses où nous ne sommes pas capables d'aller. Cette force-là a bénéficié, disons-le aussi, de forces politiques, notamment au Mali, du temps où ATT était au pouvoir, qui avait un double rôle assez particulier. Et donc, ça n'a pas de lien direct avec la Libye. L'armement, quand même, la manière dont les armes ont été... Enfin, des armes, ils en avaient avant. Cette force s'est développée avant. Donc, lier la Libye au développement éventuel d'AQMI, il me semble que c'est allé un peu vite. On revient à la politique française. Et on peut continuer sur les sujets de défense. Oui, mais le centre, c'est intéressant quand même. Comme il est plutôt en bonne santé, autant en profiter. Oui, ça va moins mal. Autant profiter pour en parler, parce que d'habitude, on vous soumet à la question et c'est une forme de torture. Oui, oui. Là, c'est une petite éclaircie. Oui, enfin, les centristes, je peux le dire d'autant plus, peut-être plus que d'autres, les centristes étaient en limite de voie de disparition, et donc nous regrouper et nous fédérer était un impératif absolu. Jean-Louis Borloo était le seul capable à le faire. Oui, alors il y a un côté un peu Henri Salvador, c'est « Oh, Borloo est arrivé » quand même. Non mais bon, ok, chacun son parcours, peu importe. Il était le seul à... C'est vexant pour vous quand même. Non, c'est pas ça du tout. Il était le seul à pouvoir le faire. Compte tenu des divergences et des rivalités importantes qui étaient nées entre un certain nombre d'entre nous, personne d'autre que lui pouvait amener les uns et les autres à se retrouver autour d'une table. C'est très bien, il a un espace médiatique évident. J'ajoute que ça n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un certain nombre de novations institutionnelles qui, à mon sens, n'ont pas été encore prises en compte. Et ça, c'est autant valable à droite et au centre qu'à gauche. Ces deux novations institutionnelles, la première, c'est le quinquennat, qui fait qu'au moment des élections législatives, il n'y a aucune demande de pluralisme, alors que naturellement, les élections législatives sont un moment où les Français recherchent la diversité pour construire une majorité. C'est un moment où on choisit soit le candidat du parti du président, soit celui du parti qui a été au second tour de l'élection présidentielle. Et donc, ça écrase complètement l'ensemble des autres... C'est le quinquennat et l'inversion du calendrier. Hein, et l'inversion du calendrier. Il n'y a plus d'autonomie politique pour les élections législatives. Et on l'a vu tant en 2007 qu'en 2012. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon, qui fait
plusieurs millions de voix, n'est même pas au second tour d'une élection législative, et François Bayrou, qui lui aussi appelle à voter pour celui qui va être élu, c'est-à-dire Hollande, ne passe pas le second tour. Et donc, ça a été, j'allais dire, à gauche ou dans le spectre de la majorité. Les Verts n'ont pas gagné une seule primaire face au PS. Le Front de gauche, pas une seule primaire face au PS. Et nous, au centre, nous n'avons pas été capables de gagner une seule primaire. Et donc, cet élément-là, à mon sens, n'a pas été encore parfaitement analysé dans la construction politique des prochaines années. Accroît la pression de la bipolarisation. C'est plus de la bipolarisation. C'est un fait majoritaire et un fait présidentiel tellement fort qu'il provoque encore un peu plus la création du bipartisme. Et le second élément, c'est la généralisation des primaires. Et en fait, à mon sens, on constate aujourd'hui que l'exercice du pluralisme se fait en amont, c'est-à-dire au moment des primaires, où les socialistes ont montré qu'entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg, il n'y a pas que des ambitions d'hommes, il y a aussi des sensibilités différentes, et primaires qui, un jour, viendront aussi à droite et au centre. Donc on a les primaires, le premier tour de la présidentielle, puis ensuite une mécanique infernale et des forces extrêmement fortes qui poussent au bipartisme. Et donc nous avons pour nous un impératif de nous constituer le plus fort possible, parce que sinon on est écrabouillé et on ne pèse plus rien. En même temps, dans la clarté qu'a réaffirmé Jean-Louis Borloo et qu'il a même réaffirmé en s'adressant à François Bayrou, d'une alliance à droite, au centre et à droite. On estime que notre socle de valeurs nous amène à un accord avec un parti de droite qui s'appelle aujourd'hui l'UMP, et ça, il faut l'afficher. Personne ne reproche au Parti socialiste d'avoir des alliés naturels, et personne ne reproche à Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts, d'être associé au Parti socialiste. Non, peut-être le Parti socialiste. Non, mais je veux dire, quelquefois, mais vous avez raison. Michel, on peut être indépendant, exprimer ses positions, comme par exemple, puisque le traité européen est un des sujets d'actualité, dire que pour nous, une des solutions pour la France, c'est le fédéralisme, qu'il n'y aura pas de réponse seule, il ne faut pas se raconter d'histoire, il faut simplement qu'on construise une autre Europe. Cette Europe-là ne plaît pas aux Français, mais ça n'est pas un sentiment anti-européen qui domine, c'est l'Europe qu'on nous a fabriquée. Nous disons qu'il faut aller vers le fédéralisme si on veut arriver à s'en sortir. Bien, ça, c'est une différence que nous avons avec l'UMP. Ça n'empêche pas de considérer qu'il y a une alliance naturelle avec ce parti. Vous faites écho au propos de Borloo quand il dit c'est de salubrité publique que le centre soit fort, parce que c'est la seule manière d'être un verrou à une alliance UMP-Front National. Écoutez, je n'en sais rien, je ne sais pas comment évoluera l'UMP. Est-ce qu'on est un verrou? Je pense pas encore. On est plutôt du domaine du loquet pour l'instant. Et donc, nous, ce que nous devons attendre, c'est en effet cette force significative pour l'être. Mais vous voyez que ce n'est pas aussi facile que ça. Les Verts ont beau s'exciter, ça n'empêchera pas le Parti socialiste de faire ratifier le traité européen. Vous en voulez encore à ceux qui vous ont à ce point savonné la planche pour finalement se rallier à Borloo qui fait à peu près la même chose que ce que vous proposiez de faire? Oh non, mais honnêtement, vous savez, si vous vous projetez sur le moyen terme, c'est pas tellement la présidence d'un parti qui détermine éventuellement des ambitions politiques futures. Si vous voulez bien regarder les choses, le PS en a été l'exemple, je crois, le plus frappant. Ségolène Royal a balayé l'ensemble de l'appareil du PS en 2007 et les éléphants du Parti socialiste qui la méprisaient, elle, petite ministre déléguée à l'enseignement ou à l'éducation, je m'en souviens encore. Et en 2012, souvenez-vous qu'Hollande est sorti par la petite porte du PS après le congrès de Reims. Donc ça vous laisse tout intact vos ambitions présidentielles, c'est ça que vous voulez dire? Parce qu'aujourd'hui, la politique, et les primaires accentue encore ce phénomène, la politique, c'est d'abord de s'adresser à l'opinion. Et comme la France est une démocratie d'opinion, si l'opinion publique décide d'aller vers vous, ça balaie tout le reste. Merci beaucoup Hervé Morin pour cet échange. On va revenir sur la campagne présidentielle américaine et la manière dont Israël s'invite dans le débat.